Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Voici les titres de ce mardi 18 juin. 13 000 km de réseau électrique à entretenir, installation des compteurs Linky. Enedis a fait le bilan de ses investissements dans le département. Le distributeur public a également présenté ses nouveaux projets comme le raccordement des sites olympiques en 2024. L'Île-de-France a accueilli tout récemment le symposium de la voiture intelligente, 4 jours pour présenter les principales innovations en matière de mobilité. Un rendez-vous qui s'est terminé sur le plateau de Satori à l'Institut VDCOM. Et puis, invitée de ce journal, Stéphanie Lavaux, l'illustratrice originaire de Guyancourt, va s'envoler pour les États-Unis. Elle a été sélectionnée pour participer à la Comic-Con de New York du 3 au 6 octobre, l'une des plus grandes conventions au monde. En plateau, tout à l'heure aussi, un candidat officiellement déclaré à Guyancourt pour les municipales 2020, c'est Rodolphe Barry. Mais d'abord, l'enquête ouverte après l'agression de Magali Tabarot, l'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines, a été blessée à la tête hier à son domicile par 2 hommes, touchés par un tir d'arme non identifié qui pourrait être un lanceur de balles de défense. La section de recherche de la gendarmerie de Versailles tente de retrouver les 2 personnes pour tentative d'assassinat. Les suspects étaient casqués au moment des faits. Et après cet acte, la réaction du syndicat Unité Magistrats FO par la voix de sa secrétaire générale Béatrice Brugère. Elle dénonce un climat de tension au sein de la profession qui passe notamment par des outrages et des menaces auprès de ses confrères. Béatrice Brugère qui demande la mise en place d'un plan global. Écoutez. Ce que l'on demande, nous, aujourd'hui, c'est de prendre toute la mesure de cette agression pour en profiter pour faire le point et recenser toutes les menaces et tous les outrages que les magistrats subissent au sein de leurs fonctions. De faire un état des lieux des dispositifs de sécurité, de leur pertinence. De faire un état des lieux aussi des plaintes qui ont été déposées par les magistrats parce que malheureusement, les magistrats ont plutôt tendance à ne pas déposer plainte et voir pourquoi. Et puis voir aussi comment la hiérarchie met en place des systèmes de protection réels sur des magistrats qui sont exposés. La victime Magali Tabarot a été transférée à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Ses jours ne sont pas en danger. Moderniser ses réseaux ou encore développer la transition énergétique. Le distributeur public d'électricité Enedis a présenté ses grands projets dans les Yvelines pour 2019. L'occasion également de communiquer sur les différents investissements. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. C'est dans son pôle de formation et d'expérimentation sur l'énergie installé au Mureau qu'Enedis a fait le bilan de ses investissements. Raccordement pour les nouveaux clients ou encore entretien des 13 000 km de réseau. 70 millions d'euros sont investis chaque année dans les Yvelines, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. La région Île-de-France est très dynamique parce que vous avez des grands projets comme le Grand Paris, comme les Jeux Olympiques, comme la construction immobilière autour des gares qui sortent de terre, et puis tout simplement le dynamisme économique de la région Île-de-France qui se retrouve évidemment dans les Yvelines. Sollicité par le comité des Jeux Olympiques, Enedis sera notamment en charge du raccordement électrique sur les sites yvelinois accueillant des épreuves des JO 2024. Autre projet dans les années à venir, développer la transition énergétique sur notre territoire. Préparer les nouveaux modes de consommation dans les logements pour être plus économes, être capable de développer du photovoltaïque sur l'ensemble des toitures des Yvelines pour que enfin les Yvelines et l'Île-de-France d'une manière générale deviennent plus producteurs et moins importateurs d'énergie, puisque aujourd'hui l'Île-de-France importe beaucoup d'énergie de l'extérieur. Enedis poursuit également le déploiement des compteurs Linky. En 2021, l'ensemble des Yvelines devrait en être équipé. La campagne des élections municipales lancée à Guyancourt après une liste participative qui s'est lancée dans la campagne en mars, une deuxième candidature déclarée, c'est la vôtre, Rodolphe Barry. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat sans étiquette pour ces élections municipales. Vous mènerez la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt et vous habitez la ville alors depuis moins de 2 ans, 2 ans environ. Vous êtes un ancien élu de Voisins le Bretonneux. Vous avez été maire adjoint jusqu'en 2014. Pourquoi vous lancez à Guyancourt ? Pourquoi Guyancourt ? Parce que d'abord j'y suis, donc pourquoi pas ? C'est pas parce qu'on a été élu dans une autre commune qu'on ne peut pas se présenter dans une autre commune. Et ça peut apporter aussi une certaine expérience ? Tout à fait. En fait, on peut le voir de manière positive. C'est-à-dire que j'ai une certaine expérience, donc aujourd'hui je vais mettre l'expérience que j'ai au profit des Guyancourtois.
Et le fait d'habiter depuis moins de 2 ans dans cette ville, est-ce que c'est suffisant finalement pour bien connaître la ville, bien connaître les dossiers de cette ville de Guyancourt? Alors, Guyancourt, déjà, je suis un enfant de 50 ans en Yvelines, donc j'y vis, j'y travaille. Je travaille exactement à 50 mètres de la limite de Guyancourt. J'y fais mes courses, donc c'est une ville que je connais. Je participe depuis 2 ans à tous les conseils municipaux. Donc je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui à Guyancourt, oui. Alors à la tête de la municipalité actuellement, il y a François Morton, maire d'Hiver Gauche de Guyancourt, qui a été élu en mai suite à la démission de Marie-Christine Le Tarnec pour raison de santé. L'ancienne maire qui avait elle-même succédé à François Deligné, démissionnaire en 2016. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 maires sur le même mandat depuis 2014. Quel est le regard que vous portez sur l'équipe actuelle en place? Alors le regard, déjà, je les connais pas moi à titre personnel. Enfin, j'en connais quelques-uns forcément puisque j'ai été élu, donc j'en connais quelques-uns. C'est un peu perturbant parce que c'est vrai que c'est un peu atypique d'avoir 3 maires en un mandat. Ça fait 31 ans plus de 31 ans même qui sont aux affaires, hein, sans partage du pouvoir. Depuis 2014, on a eu Monsieur Deligné qui s'est présenté, qui a priori n'a pas informé la population qui ne ferait pas son mandat, Madame Le Tarnec, et puis maintenant Monsieur Morton. C'est assez atypique comme. Mais plus de 30 ans que ça peut ou prou la même équipe en place, ça veut dire que les électeurs redonnent aussi leur confiance à chaque mandat. Sans doute, mais à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'il y avait 2 listes. Aujourd'hui, on part sur plus de 2 listes, 3 voire 4 listes. Donc, ça permettra aux Guyancourtois d'avoir une autre alternative. Et nous, notre objectif, c'est de donner un nouveau souffle. On parlait effectivement de 4 listes. Je parlais tout à l'heure de cette liste participative. Votre candidature, le maire actuel François Morton qui pourrait se représenter. On parle également d'une liste La République En Marche, mais voilà, ce n'est pas encore officiel. Pour vous, quelles sont les priorités justement pour cette ville de Guyancourt? Quels sont les dossiers phares à traiter à Guyancourt? Alors, on a un dossier qui est assez important, c'est Thalès, par exemple, le projet Thalès. C'est aussi redonner, mettre Guyancourt au cœur de 50 ans en Yvelines. Parce que quand même, ils ont réussi aujourd'hui à se fâcher avec la communauté d'agglomération. Il ne faut pas oublier que la communauté d'agglomération aujourd'hui a la compétence sur 50% de ce qui se passe sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, vous prenez Thalès par exemple, qui est un gros projet sur Guyancourt. La ville de Guyancourt n'a plus la compétence parce qu'ils ont réussi à se fâcher avec tout le monde et à faire en sorte que le préfet donne cette compétence à l'EPA-PS. Mais Jean-Michel Fogos, le président de 50 ans en Yvelines, avait quand même ouvert à la ville de Guyancourt puisqu'une vice-présidence avait été accordée à Marie-Christine Le Tarnec. J'ai envie de vous dire, posez-leur la question. Quand Madame Le Tarnec a fait son discours lors des vœux, elle a expliqué que ça se passait pas bien avec la communauté d'agglomération. Quand Monsieur Morton a fait son discours lors de son élection, il a également eu des mots contre la communauté d'agglomération. Je dirais qu'à la limite, posez-leur la question. Alors, quand vous étiez maire adjoint à Voisins-le-Bretonneux, vous étiez dans une majorité de droite, celle d'Alexis Biette. Est-ce que votre liste, alors je le disais, c'est une liste sans étiquette, ça veut dire qu'on n'aura pas cette sensibilité de droite, c'est plus faire appel à différentes sensibilités politiques? Alors, moi, pour être transparent, je suis centriste. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir cette liste au plus grand nombre, que ce soit droite ou gauche. On est sur une élection locale. À l'échelle d'une commune, il n'y a pas d'étiquette. Pour moi, c'est le projet qui compte. Exactement. À l'échelle d'une municipalité, on est vraiment sur du projet local. Quand on va débattre sur une route, c'est pas la route de droite ou la route de gauche, c'est la route de tout le monde. Donc l'objectif, c'est d'avoir une liste qui est vraiment très très large, une liste citoyenne. Et justement pour votre liste, est-ce que vous avez tous vos colistiers? Vous êtes encore à la recherche de votre équipe? On est au démarrage. J'ai un petit noyau autour de moi. On est à presque une trentaine aujourd'hui, à travailler. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là seront sur la liste, mais aujourd'hui, il y a déjà un noyau qui est dans la dynamique de ce projet. Une dernière minute, il nous reste une dernière minute. Vous parliez tout à l'heure des priorités. J'avais lu dans un entretien aux Nouvelles de Versailles qu'il y a aussi une fibre écologiste chez vous. Il y a des projets sur le côté écologique que vous voulez mettre en place? À titre personnel, j'ai une fibre écologique assez prononcée. Sur des basiques à Guyancourt, pourquoi pas mettre le bio dans toutes les écoles? Ça se fait dans d'autres communes, ça se fait pas à Guyancourt. Pourquoi pas réduire l'empreinte carbone? Surtout travailler là-dessus. Quand je vois qu'au dernier conseil municipal sur le DOB, on vous explique que la
la municipalité a changé les ampoules de la mairie par des ampoules LED. Enfin, je pense qu'il y a d'autres projets sur la partie développement durable et écologique pour Guyancourt. Des élections municipales qui sont programmées en 2020, pas de date exacte encore arrêtée à Guyancourt, je le disais tout à l'heure. Outre la liste participative Décide Ensemble à Guyancourt, le maire de la majorité actuelle, François Morton, devrait également se représenter. Une liste La République En Marche est également en projet. Et vous, c'est sûr, Rodolphe Barry, vous conduirez la liste sans étiquette. Ensemble, agissons pour Guyancourt. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de votre accueil. Elle devrait être commercialisée à l'automne. La nouvelle Renault Zoé a été dévoilée hier aux salariés du groupe à Flins-sur-Seine. C'est cette usine de la marque aux losanges qui va produire ce véhicule électrique en remplacement de l'ancien modèle. 50 000 Zoé ont été fabriqués en 2018, une hausse de 67% par rapport à 2017. La voiture aura une autonomie de 390 km contre 300 sur le modèle actuel. Elle pourra se recharger en 30 minutes seulement sur des bornes publiques nouvelle génération. La semaine dernière, l'Île-de-France accueillait la 30e édition du symposium de la voiture intelligente. Ce rendez-vous des chercheurs se terminait sur le plateau de Satori. VDCOM organisait une série de démonstrations de véhicules aux nombreux capteurs. Reportage de Marilène Pichino et de Patrick Jacques de Dixmude. Pour dépasser ce véhicule, cette conductrice va recevoir de l'aide. Donc là, j'attends que le système tout simplement me dise que la manœuvre de dépassement est sécuritaire. Et il le dit. Donc là, il le dit. Car cette voiture n'est pas une C4 comme les autres, elle a été travaillée avec le projet Automate, un véhicule qui collabore avec son conducteur. Si je suis distraite, par exemple, si je fais quelque chose sur le tablette, la caméra infrarouge qui scrute le visage et le regard de la conductrice lui demande d'activer le mode automatique, car à certains endroits, cette voiture se conduit toute seule. Là, par exemple, il adapte l'allure du véhicule parce qu'il y a un virage. Ce véhicule Automate est un projet débuté il y a 3 ans. L'objectif est d'allier capacité humaine à celle de l'automatisation pour une conduite optimale et sécuritaire. Donc c'est un projet européen H2020 qui a été financé par la Commission européenne à hauteur de 4,5 millions d'euros. Et nous sommes 10 partenaires dessus, des partenaires italiens, des partenaires allemands et des partenaires français. Il entre dans l'édition 2019 du Symposium de la voiture intelligente, un événement international co-organisé cette année par VDCOM sur le plateau de Satori à Versailles. L'objectif, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de montrer l'état d'avancée des travaux de recherche dans le domaine des véhicules intelligents, connectés, autonomes, et on a la chance aussi de pouvoir tester des avancées sur des projets européens. Du 9 au 12 juin, les chercheurs ont donc partagé leurs dernières technologies et parmi elles, peut-être votre futur automobile. Une Yvelinoise à New York, l'illustratrice Stéphanie Lavaux va participer en octobre à la Comic-Con de New York, l'une des plus grandes conventions de fans de comics, de mangas et de jeux vidéo. Et elle est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Stéphanie Lavaux. Bonsoir. Habitante de Guyancourt. Alors vous allez participer à la Comic-Con du 3 au 6 octobre prochain avec la Kirby Comic Art. Donc c'est une team à laquelle vous faites partie. Vous faites partie de cette team. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes passionné par l'illustration, par le comics, de participer à cette grande convention? Eh bien, déjà, c'est un rêve qui paraissait tellement inaccessible. Alors, c'est vrai que la convention de New York, comme celle de San Diego, c'est vraiment la convention en référence en matière de comics. Pardon. Et on sent qu'il y a un engouement. Peut-être du stress, mais un engouement aussi. Voilà, tout à fait. Et donc c'est vrai que déjà pouvoir y aller, c'est déjà un rêve qui se réalise, et pouvoir y participer, là c'est vraiment c'est l'apothéose, quoi. Et justement, comment cette participation a-t-elle été rendue possible? Eh bien justement grâce à Kirby Comic Art qui donc m'a invité à participer à cette convention. Donc ils vont avoir un énorme stand avec plein d'illustrateurs super connus, mondialement connus, et donc on va être plusieurs illustrateurs à partager ce stand-là. Voilà. Et racontez-nous, ils vous ont repéré, si je puis dire, à la convention de Chicago. Vous avez participé à une convention à Chicago. C'est comme ça que s'est fait le premier contact avec cette team? Non, pas vraiment en fait. Mais bon, c'est un petit peu grâce à Chicago quand même, parce que du coup, pour la convention de Chicago, je voulais absolument travailler sur une série de dessins bien spécifiques. Donc, j'ai fait une série de 5 dessins sur le thème de Gotham, mais enfin des personnages de Gotham de l'univers de Batman, mais traités en style art déco, avec une ambiance un petit peu film noir années
années 40. Et donc j'ai voulu vraiment faire une mini-série donc de 5 dessins. Et finalement qui n'a pas du tout marché à Chicago. Et donc du coup au retour de Chicago, mais bon c'est pas grave, j'étais contente quand même de l'avoir fait. Et au retour de Chicago, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais quand même utiliser cette série de 5 dessins. Et j'ai envoyé ça à Kirby Comic Art qui m'ont dit mais ouais on aime bien et tout, on veut bien travailler avec toi. Et puis voilà, puis à partir de ce moment-là j'ai signé avec eux et j'ai intégré leur team le jour des 80 ans de Batman. L'univers de Gotham, Batman, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu votre portrait qui a été diffusé en février sur TV78, Batman, c'est votre personnage préféré ? Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment mon super-héros. L'univers sombre de Batman ? Tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup le côté assez torturé de Batman et Daredevil aussi, du coup, le Punisher aussi. Et voilà, et ce que j'aime vraiment, c'est qu'il est vraiment borderline et je suis une grosse fan de la trilogie de Christopher Nolan, bien sûr, et c'est vrai que j'aime beaucoup la représentation aussi graphique, très noire, très sombre et très dark de ce personnage. Et puis après, c'est un personnage qui me parle bien, quoi. Alors vous le disiez, à cette Comic-Con de New York, vous allez y participer avec la Team Kirby, vous allez être sur le stand de la Team Kirby. Qu'est-ce que vous allez présenter du coup sur place ? Eh bien, du coup, je vais présenter... C'est peut-être en réflexion encore. Oui et non. Alors en fait, je vais reprendre ma série de 5 dessins donc, sur le thème de Gotham traité en art déco. Donc je vais faire une série de 10 dessins en tout et on est en train de travailler sur une idée de portfolio pour présenter une galerie de portraits donc, de ces personnages. Et donc voilà, je vais pouvoir présenter ce portfolio avec plusieurs illustrations et puis voilà, après chacun amènera ses illustrations et puis voilà. Et participer à des conventions, Stéphanie, à être en contact finalement avec les fans, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous plaît ? C'est génial. En fait, ce qui est vraiment super dans les conventions, alors après, voilà, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, c'est super, j'ai eu la chance d'y retourner, là c'est juste énorme. Mais après voilà, en France, moi j'adore faire des conventions aussi. Et pourquoi ? Parce que on rencontre des gens mais super gentils, quoi, mais vraiment sympa. Et c'est vraiment sympa de pouvoir partager comme ça sa passion de super-héros avec tout le monde, quoi. Que ce soit des enfants, que ce soit des gens de toute génération, que ce soit même des papis, des mamies. Enfin vraiment, il y a des fans de tout âge. Et sur les conventions en France, vous étiez classé, je crois, 3e au concours d'illustration de la Comic-Con de Paris, avec un autre personnage. C'était pas Batman, c'était Venom. Non, c'était Carnage. C'était Carnage. C'est pas grave, c'est comme Venom. D'accord. Mais en plus cruel. Mais oui, donc c'était pour le concours de dessin de la Comic-Con de Paris l'année dernière. Donc du coup, j'ai participé au concours et j'ai présenté un dessin de Carnage. Et du coup, voilà, je suis arrivée en finale. J'ai fini à la 3e place. J'étais hyper contente. Bon, voilà, c'est bien. Et du coup, cette année, j'y retourne. Et l'objectif sur la Comic-Con de New York, c'est d'aller de plus en plus vers une pratique professionnelle. Alors vous êtes graphiste de métier et cette passion du dessin, elle vous habite depuis longtemps. Et l'idée, c'est que voilà, ça se transforme peu à peu en activité professionnelle. Ouais, voilà. Du coup, là, depuis que j'ai intégré la team de Kirby Comic Art, du coup, maintenant, je commence à envisager cette activité comme ma principale activité professionnelle, si je peux dire. Et du coup, oui, là, je commence vraiment à mettre de côté mon métier de graphiste pour pouvoir me consacrer à 200% à ma casquette d'illustratrice. Et parce que non seulement je fais des illustrations de super-héros, mais à côté, j'essaie de trouver le temps de travailler aussi sur ma BD. Et donc, alors ma BD, j'en suis vraiment au début, j'ai bouclé toute l'histoire, j'ai bouclé tout le storyboard, et du coup, là, maintenant, il n'y a plus qu'à dessiner, quoi. D'accord, mais c'est un projet, du coup, vous mettez un petit peu de côté en préparation de cette Comic-Con. Tout à fait, que je reprendrai plus sérieusement au retour de New York, voilà. Et cette passion du dessin, depuis quand vous l'avez ? Est-ce que c'est depuis toute petite ? Ouais, en fait, oui, je dessine depuis que je suis toute petite, ouais. Je me suis toujours vue dessiner et depuis toute petite. Ouais. La technique, c'est au stylo bic ? Ouais, je dessine avec un stylo bic. Ouais, je dessine avec un stylo bic parce que je suis beaucoup plus à l'aise pour faire mes ancrages. Là, quand je vois des illustrateurs qui arrivent à faire leurs ancrages à l'encre de Chine, au pinceau, vous faites un trait, c'est définitif, vous ne pouvez pas revenir dessus. Le bic offre plus de liberté dans la recherche du trait et du croquis et permet aussi de faire des ombrages et des grisés atténués et ça permet de donner un aspect cotonneux au dégradé, un aspect assez doux.
Et voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette Comic-Con? Question difficile. Du succès. Ah bah non, bah merci, c'est gentil. C'est gentil, bah surtout, souhaitez-moi bonne chance et puis voilà, ça sera déjà très bien. On peut vous dire déjà bravo en tout cas pour votre participation à cette Comic-Con de New York, et je rappelle qu'elle sera au programme à New York, bien sûr, du 3 au 6 octobre prochain. Merci Stéphanie Merci Lavaux pour votre invitation. d'être passée en plateau. Les passionnés d'histoire, eux, ont pu faire un saut dans le temps le week-end dernier. Du 14 au 16 juin, c'était les Journées nationales de l'archéologie. 3 jours pour redécouvrir nos ancêtres. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, on misait sur les savoir-faire ancestraux. Nicolas Dandry, Gwenaëlle Saint-Hilaire et Mélanie Poquet. Vous avez votre pinceau et vous nettoyez bien les objets que vous voyez déjà. Un travail minutieux et délicat pour ces archéologues en herbe. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, on transmettait ce week-end ses connaissances. C'est un village des savoir-faire, donc l'objectif c'est de permettre au public de redécouvrir les objets qui sont présents depuis plus de 152 ans au musée d'archéologie nationale, mais sous un angle un peu différent, découvrir la dextérité et les savoir-faire des populations qui nous ont précédés. Un village créé pour les Journées nationales de l'archéologie. Le site yvelinois proposait une trentaine d'animations. Comme on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas savoir comment les Gaulois fabriquaient leurs objets en verre. Donc on va faire des hypothèses. Depuis 10 ans, Joël Roland étudie les parures en verre. Une technique que les Gaulois ne maîtrisent qu'au 5e siècle avant notre ère. Les chercheurs partagent leurs découvertes. La leçon semble retenue par un jeune participant. Il fallait chauffer un four à plus de 850 degrés. Qu'on faisait des bracelets, ensuite qu'on les élargissait. Pour cette 10e journée, le site a accueilli près de 5000 personnes. Des découvertes qui ne s'arrêtent pas au rendez-vous national. Le MAN partage ses savoirs depuis 152 ans. C'est un rendez-vous incontournable depuis 1982 avec l'arrivée de l'été. C'est bien sûr la fête de la musique. La musique, et 2019 ne va pas déroger à la règle. Pour en parler, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Pour votre coup de cœur, vous nous donnez quelques idées de sortie. Oui, vous en doutez, Grégory, il va falloir faire un choix. La fête de la musique, c'est à travers 120 pays et 2000 villes à travers le monde. On va pas partir aussi loin, mais dans les Yvelines, il y a largement de quoi faire. Alors on débute avec le nord du département. Du côté de Saint-Germain-en-Laye, les festivités débutent dès 16h. Place du Marché Neuf, démonstration, initiation de danse bretonne. À 19h, le rock et la variété française prendront la suite. Des animations auront aussi lieu dans la cour de la Maison des Associations, sur le parvis de l'église Saint-Germain, ou encore la place Préfet Érignac. Et à Croissy-sur-Seine, on traverse l'Atlantique. Et oui, direction les États-Unis, avec la venue prochaine de l'équipe américaine de football à l'occasion de la Coupe du Monde. Le thème était tout trouvé pour la commune. Le public pourra écouter du rock, de la folk, de la country, et tout ça commence à 18h30 au skatepark. Alors le principe de cette fête de la musique, c'est bien sûr de donner l'opportunité aux amateurs et aux passionnés de CCI. À Guyancourt, on a bien compris ce principe. Et oui, talents locaux rime avec mois de juin dans la commune. À partir de 18h et jusqu'à minuit, 5 espaces scéniques vous attendent. 40 groupes vont s'y succéder, des groupes éclectiques, le mot d'ordre de la salle en général. Une première cette année, toutes les classes de l'école municipale vous proposeront un concert itinérant. Ce sont quelques villes parmi tant d'autres. Bien sûr, j'aurais pu aussi citer Voisin-le-Bretonneux avec sa scène ouverte, Coignères dont c'est la toute première fête de la musique, Morpa où ce sont les terrasses qui s'animent, Manille-les-Hameaux qui mêlent la musique à l'art plastique. Merci Mélanie, on vous retrouve dans un instant pour le 7-8 culture avec une page consacrée non pas à la fête de la musique mais à la fête de la musique. Vous allez recevoir qui en plateau ? Alors il y aura 3 communes qui seront présentes pour parler de la programmation, les Clés-sous-Bois et ses Clés-Cybelles, Guyancourt et Manille-les-Hameaux. Et c'est à retrouver bien sûr après ce journal. L'été qui approche à grands pas, donc la fête de la musique vendredi. Les villes aussi organisent leur fête. Dernière en date à Morpa qui organisait la 2e édition de son événement consacré aux traditions du monde, attractions, jeux pour les enfants, quiz et dégustation de spécialités culinaires étaient proposées. Retour avec Gwenaëlle Saint-Hilaire. Attractions, quiz, spectacles et spécialités culinaires. Pour sa 2e édition, ce samedi 15 juin, la ville de Morpa a misé sur une fête populaire et familiale. Objectif de cette journée, rassembler les habitants. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassembler toutes les familles de Morpa sur le thème des traditions du monde. On a souhaité ouvrir cette manifestation à pas tous les pays, mais en tout cas de nombreux pays dans le monde pour faire découvrir les traditions aux enfants avec des quiz et des jeux.
Cette année, une vingtaine de stands nous ont emmenés en Argentine, en France, en Écosse ou encore en Russie. Une fête cosmopolite animée par la ville. Une découverte pour les parents et des jeux pour les enfants. C'était bien, mais c'était un peu facile pour moi. Et aussi, quand j'avais tiré, j'ai essayé de tirer dans le cerceau, mais j'arrivais jamais à tirer dans le cerceau, j'ai tiré que dans la croix. Nous, on était partis sur le continent sud-américain. Et donc on a découvert cette activité-là, les bolas. Il faut lancer des balles avec un élastique entre les deux et il faut essayer de les enrouler autour d'une barre. J'espère que ça vous a plu. Les enfants, ça a été ? On remet le couvert l'année prochaine ? Cette journée riche en découvertes s'est terminée par une remise de prix présidée par le maire de la ville. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle journée en fête à Maurepas. Avant de se quitter du football avec cette information insolite, Messi au club de Dijon. Que les fans de football se rassurent, les fans de l'Argentin se rassurent, ce n'est pas Lionel Messi mais le jeune Ryan Messi qui rejoint les rangs du DFCO, attaquant de pointe de 12 ans, licencié au FC Versailles 78. Ryan Messi intègre le centre de formation du club professionnel bourguignon. Bravo à lui. C'est la fin de ce journal. Replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.